faut différencier, si vous voulez, la personne, l'individu, avec l'institution. Le président de la République, ce n'est pas simplement un individu, ce n'est pas simplement une personne, c'est une institution. Et donc, c'est une institution qui a été élue par les Français. Et je crois que depuis Mitterrand, il y a eu un grand virage dans les années 90, parce que vous savez que pendant très longtemps, la santé du président de la République a fait l'objet soit d'un tabou, soit d'une intox, c'est-à-dire que malgré le fait que le président de la République ait pu être malade, eh bien les bulletins de santé invariablement disaient que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème, etc. Mais je crois qu'on a changé d'époque et je crois qu'aujourd'hui, les Français sont très demandeurs de savoir quel est l'état de santé de la personne qu'ils ont élue à la tête de l'État. Voilà. Mais de détails. Donc voilà. Alors après, ça dépend effectivement quel niveau de granularité, à quel niveau de granularité on descend dans le détail du dossier médical. Mais je pense que le fait de savoir que le président de la République est atteint d'un virus ou d'une maladie, etc., c'est le droit des Français de le savoir. Parce que, encore une fois, ce n'est pas une personne normale, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Bien sûr. Alors, je tiens à corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. Je parlais d'un principe, c'est-à-dire que le fait que les Français puissent savoir quel est l'état de santé de ceux qui les dirigent me semble un minimum. Après, ça ne veut pas nécessairement dire que je suis d'accord avec la forme avec laquelle ce principe est appliqué. Personnellement, je n'aurais pas fait de Zoom. Normalement, vous avez un médecin, le médecin du président, qui produit des bulletins de santé et dont c'est le rôle, en quelque sorte, de s'exprimer en tant que mais on est dans une autre époque. Sur la santé du président. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il faille, en tout cas pour le président de la République, je ne suis pas sûr qu'il faille qu'il s'exprime, voilà, et qu'il s'exprime de cette façon-là. Sur la forme, non mais sur la forme, je vous rejoins. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, encore une fois, le président de la République, pour moi, n'est pas quelqu'un de normal, contrairement à ce qu'avait voulu nous faire croire Hollande, qui se baladait en scooter. Ben non, on n'élit pas pour quelqu'un de normal, on élit quelqu'un qui justement est autre chose que normal, parce que sinon il ne serait pas président de la République, sinon tout le monde pourrait être président de la République. Et donc il ne faudrait pas qu'il y ait une normalité de la présidence de la République et une normalité du président. Donc je pense que sur le principe, il faut que les Français soient tenus informés de l'état de santé de leurs dirigeants de manière générale et du président de la République au premier chef. Mais effectivement, il faut que la communication soit un peu plus institutionnalisée parce qu'encore une fois, le président de la République, c'est pas un ado de 15 ans qui s'exprime sur TikTok pour montrer, je dirais, le dernier vêtement qu'il a acheté. Le président de la République, c'est... Non, mais on l'a vu le dernier. On est dans une autre époque, peut-être avec une communication un peu plus directe, on va dire, avec les Français. Mais pas plus que j'étais d'accord, par exemple, sur son interview sur Brut. Enfin bon, il faut quand même garder une forme non seulement de sacralisation de la présidence, mais cette sacralisation doit aussi, évidemment, s'exprimer dans la communication. Sinon... juste un mot là-dessus. Je suis d'accord avec ça, sauf que je trouve que nous, il y a une demande contradictoire par rapport à ça, parce qu'on veut à la fois de la normalité et de la sacralité. Non. Bah écoutez, si c'est normalité. Moi, si vous voulez, je m'intéresse beaucoup à la communication du gouvernement, parce que quand le gouvernement a été pris la main dans le pot de confiture, si je puis dire, il a excipé d'une excuse qui s'entend, qui dit, écoutez, nous ne sommes pas des gens irresponsables, certes, nous n'avons pas respecté le nombre de personnes, la jauge qui s'applique à tous les Français, mais on n'est pas des fous, nous avons respecté les gestes barrières, nous sommes distanciés les uns des autres, il n'y a eu aucun risque dans ce dîner. Très bien. Mais alors la question, pourquoi est-ce qu'ils s'octroient pour eux-mêmes une sorte de raisonnement d'adultes, eux qui ont passé des mois à infantiliser les Français? C'est-à-dire qu'ils appliquent des règles et puis ils jouent avec les règles en disant nous sommes des adultes, nous sommes sérieux, bien sûr que nous n'allons pas prendre des risques inconsidérés quand bien même la règle ne serait pas appliquée. Mais moi j'entends ce discours. Mais dans ce cas-là, appliquez-le aux Français. Arrêtez d'infantiliser les Français. Les Français sont aussi adultes que vous et aussi responsables que vous. Donc, soit vous mettez une règle et dans ce cas-là, s'applique le principe du pacta sunt servanda, c'est-à-dire respecte la règle que tu édictes. C'est la première des règles que l'on apprend en première année de droit. Soit effectivement cette règle est sujette à interprétation, mais dans ce cas-là, il ne faut pas sanctionner les Français s'ils ne l'appliquent pas. Si vous voulez, le halo de responsabilité
qu'ils s'octroient à eux-mêmes, on demande aujourd'hui solennellement à ce qu'ils l'octroient aux Français, parce que les Français ne sont pas des enfants. Vous croyez quoi? Vous êtes un philosophe, vous êtes un politique pareil. Alors là, je suis totalement... Il n'a pas dit ça en mauvaise part. Oui, non, mais c'est voilà. Non, mais parce que vous lui opposez un raisonnement politique, mais le vôtre l'est tout autant. Non, il a juste précisé la pensée politique d'Elisabeth Lévy. Une mauvaise interprétation. Bon, terminé David, et après, Maître, vous conclurez. On est des démocrates, contrairement à vous. Jean Messia, votre temps de parole arrive aussi à expiration. Elle peut se poser. Un dernier mot. Un mot rapidement. Rapidement, je pense que la question du dîner, en fait, c'est une question qui est un peu superfétatoire. C'est-à-dire que je pense que les Français en veulent à Macron pour beaucoup de choses. Et là, ça arrive un peu comme la goutte, si vous voulez, qui fait déborder le vase. Je pense que si Macron, depuis le début, avait une politique économique, une politique sociale, une politique identitaire qui était conforme aux souhaits des Français et que les succès avaient été grandioses dans tous les domaines du mode de vie français, de la protection de la France. C'est un prétexte, je pense que les Français auraient passé le dîner. Mais là, si vous voulez, les Français ne peuvent rien laisser passer à Emmanuel Macron parce que lui-même ne leur fait rien laisser passer. Fabrice, je pense, si vous voulez, que cette jauge est aussi imbécile que la jauge qu'on avait établie pour les messes. Parce que pour les messes, par exemple, vous aviez une petite chapelle qui était soumise au même nombre de personnes, je crois que c'est 30 personnes, qu'une cathédrale. Donc la jauge, elle ne tient pas. Je veux dire, vous avez des gens qui habitent dans des manoirs, qui ont des tables comme les chevaliers de la table ronde, si vous voulez, où là, vous pouvez mettre 100% de difficulté 12 personnes, très espacées les uns des autres parce qu'il y a l'espace. Et vous avez effectivement d'autres personnes qui ont des toutes petites surfaces, comme par exemple à Paris, où là, 6, même c'est trop. Donc je trouve que cette règle qui est uniforme, qui ne tient pas compte de la taille du domicile, qui ne tient pas compte de la taille. Repère, quand même. Non, mais je suis bien d'accord avec vous, mais je veux dire, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont eu l'intelligence, pour le coup, il faut le reconnaître, d'en faire une recommandation et non pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, donc c'est une pour forte ça. recommandation. Et juste la deuxième chose, c'est que le problème du Covid, c'est un problème sanitaire, mais c'est un problème parce que nous n'avons pas les capacités sanitaires pour soigner les gens qui sont en réanimation. Et il faut donc interroger les choix sanitaires qui ont été faits sur ces 30 dernières années dans un contexte de malthusianisme budgétaire dicté par la Commission de Bruxelles notamment et par tous les traités que nous avons signés. Donc la question, si vous voulez, aujourd'hui, on aurait des moyens hospitaliers qui avaient été maintenus depuis des années, ça ne serait plus une question. Oui. Donc, comme disait Elisabeth Lévy, compte tenu de la faiblesse de nos structures hospitalières, effectivement, nous en sommes réduits à confiner. Et si on veut vraiment casser le virus, confinons-nous pendant 2 ans. À ce moment-là, ça serait cassé. Tous en réa, c'est pas non plus une option. Monsieur Sferzi, ce qui est absolument incroyable, c'est que la France insoumise et tout un tas de toute la galaxie de gauche progressiste s'émeut sur un croche-pied. Mais par contre, quand les forces de l'ordre vont se faire canarder dans certains quartiers, se prennent des mortiers d'artifice sur la gueule, se font tirer à la chevrotine quand c'est pas au 9 mm, là vous dites, ah non, c'est social, là. Ce n'est plus sécuritaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur le défenseur des droits. Excusez-moi, moi, je vois le défenseur des droits défendre les droits de tout le monde, sauf les droits des Français. Et je le répète, le droit du peuple français, effectivement, là, pour le coup, ce n'est plus, je peux terminer, ce n'est plus le défenseur des droits des Français, c'est le défenseur des droits des Français. Mais qu'est-ce que c'est que le attendez, je termine mon propos, mais attendez, laissez-moi terminer, non, mais c'est pénible, ça m'oblige à élever la voix, c'est très casse-pied. C'est sorti de son contexte. Je dis simplement que quand on veut lutter contre le séparatisme, d'accord, la meilleure façon de lutter contre le séparatisme, c'est d'armer les forces de l'ordre républicain. Vous ne pouvez pas d'un côté reconnaître qu'il y a des zones de non-France, reconnaître qu'il y a un sécessionnisme en France, si vous n'armez pas les seuls et derniers représentants de la France qui vont dans ces quartiers-là. C'est tout. Il y a une clochardisation de la police française et de la gendarmerie. Vous savez qu'en France, chaque année, il y a un concours du commissariat le plus délabré de France. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point de clochardisation la police est arrivée? Oui, moi je pense que c'est un gadget, le bureau de la sécurité, c'est comme le Grenelle de l'environnement, enfin bon, toutes ces choses-là qu'on nous sort, dont plus personne ne parle quelques semaines après que ça soit arrivé. Moi je pense, si vous voulez, que les forces de l'ordre de manière générale, police et gendarmerie, sont quelque part la dernière incarnation d'un pays, la France,
qui refusent obstinément de disparaître, tout simplement. Les forces de l'ordre sont là, dans certains quartiers, dans certaines zones, la dernière incarnation de la France. C'est-à-dire les derniers représentants de la France. Et à ce titre, effectivement, le système antinational qui nous dirige depuis maintenant une quarantaine d'années, eh bien, veut en finir avec ce dernier rempart qui est l'ordre républicain incarné par les forces de l'ordre. Le paradoxe, si vous voulez, c'est que les élites françaises qui ont massivement racaillisé notre pays veulent quand même que les forces de l'ordre les défendent contre les racailles, mais avec des manières de marquis poudrés. Excusez-moi, le problème c'est que la police est confrontée tous les jours à ce qu'il y a de plus bas, de plus violent et de plus dangereux dans notre pays. Ils sont soumis à rude épreuve, souvent avec très peu de moyens, d'accord ? Et donc ils veulent de la considération d'abord morale, ils veulent qu'on les soutienne. De quel droit un président de la République qui est le garant, si vous voulez, de l'ordre républicain et donc des représentants de cet ordre que sont les policiers et les gendarmes, les lâche en quelque sorte en les qualifiant. Alors, il les a pas lâchés. Il les a lâchés en les qualifiant effectivement de racistes avec ces histoires de contrôle aux faciès et en parlant de violences policières pour complaire aux propos de journalistes. Non, il les a lâchés. Pour complaire aux propos de journalistes qui sont de la tendance de l'obédience politique de M. Guiraud. Il dit que la police était raciste. Non, mais il a parlé des contrôles aux faciès. Mais il y a une différence entre parler de certains contrôles aux faciès. Ne faites pas insulte. Attendez, ne faites pas insulte au président. Ne faites pas insulte à l'intelligence du président de la République et à sa diplomatie. Bien sûr qu'il ne va pas parler de racisme, mais quand il dit que la police fait un contrôle aux faciès, objectivement, tout le monde comprend que la police est raciste. Je ne vois pas qui n'a pas compris ça. Il y a un élément. Je dis simplement que quand on veut lutter contre le séparatisme, d'accord, la meilleure façon de lutter contre le séparatisme, c'est d'armer les forces de l'ordre républicain. Vous ne pouvez pas d'un côté reconnaître qu'il y a des zones de non-France, reconnaître qu'il y a un sécessionnisme en France, si vous n'armez pas les seuls et derniers représentants de la France qui vont dans ces quartiers-là. C'est tout. Il y a une clochardisation de la police française et de la gendarmerie. Vous savez qu'en France, chaque année, il y a un concours du commissariat le plus délabré de France. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point de clochardisation la police est arrivée? Moi, il y a des choses juste non, mais très rapidement, parce qu'il y a des choses que c'est dans le débat. Je ne veux pas laisser dire, parce que vous insultez des institutions comme le défenseur des droits. Vous dites que c'est vous ne savez pas ce qu'il fait. Vous ne savez pas que le défenseur des droits, vous ne savez pas que le défenseur des droits, la majeure partie, une grande partie de ce qu'il fait, c'est sur les personnes en situation de handicap. Vous ne savez pas et vous salissez des institutions parce que ça vous va pas sur certains domaines, ça vous va. Mais en fait, sur les droits, par exemple, des femmes, sur les droits des personnes en situation de handicap, sur les droits de plein de types de populations. Vous n'en avez Benjamin Morel maintenant, parce que Benjamin Morel... Vous attaquez le défenseur des droits sans même savoir sur quoi il travaille. Moi, je lis ce qu'il fait sur les contrôles aux faciès. Je lis aussi ce qu'il fait sur les personnes en situation de handicap. Et ça, vous n'en avez rien à faire. Si vous en avez quelque chose à faire, vous vous tairiez, vous laisseriez le défenseur des droits faire ça. Quand la justice libère des multirécidivistes, vous êtes d'accord? Bien sûr que non. Critiquez la justice. Critiquez l'institution.